1963, président de la République, Charles de Gaulle. À Megève, Sacha Distel épouse Francine Bréau. Le président John Fitzgerald Kennedy est assassiné à Dallas. France-Brésil à Colombes avec le roi du foot, Pelé. Révolte en Irak. Un nouveau régime s'installe. Une grande voix s'est éteinte. Les obsèques d'Edith Piaf. USA, l'exploit de Gordon Cooper, l'homme satellite. Les nouvelles idoles des jeunes avec Salut les copains. 1963, c'est aussi votre année. Megève a atteint ces jours derniers le point culminant de sa grande saison. Tandis que Sacha Distel enterrait, ou plutôt enneigeait sa vie de garçon, son ami Jacques Charrier perfectionnait sa technique de prise de vue pour enregistrer le grand événement. Entendez par là le mariage du chantre des célibataires avec la monitrice de ski Francine Bréau. Ainsi se termine, si l'on ose dire, une idylle qui alimentait le courrier du cœur de la presse spécialisée dans les amours grandioses. Les fans de Sacha Distel devront se faire une raison. Avec leur idole, c'est toute une jeunesse qui vient de faire une fin. Après avoir applaudi les mariés de l'année, Megève est allé encourager Guy Périllat, porte-drapeau de l'équipe de France, dans l'épreuve de descente de la Coupe Émile Allais. Hélas, une fois de plus, Périllat a dû s'incliner. L'Autrichien Egon Zimmermann, renouvelant son exploit du Hahnenkamm, a prouvé que cette année, nul ne peut se mesurer à lui en vitesse pure. Heureusement, il y a aussi le slalom spécial qui est affaire de technique et où il arrive que les meilleurs trébuchent. Comme à Wengen, Guy Périllat s'est magnifiquement ressaisi dans cette épreuve. On se souviendra longtemps de son twist étourdissant sur les pentes du Mont Jaillet, où il a réglé tous les Autrichiens. 61 studios, 1100 bureaux, un abri anti-atomique, telle est la maison de la RTF que le président de Gaulle vient d'inaugurer sur le quai de Passy, qui sera bientôt l'avenue du président Kennedy. Cette vaste arène des sons n'est pas seulement une construction exactement adaptée à sa fonction, elle constitue aussi une sorte de musée des techniques architecturales et décoratives modernes. Avec elle est né le Paris de demain. Une fois encore, au stade Georges Valeret, Christine Caron vient de démontrer la merveilleuse forme de ses muscles, la surprenante vitalité de ses 15 ans. Voici le film de sa victoire dans le 100 mètres d'eau en 1 minute 10 secondes 4 dixièmes, et les prises de vue au ralenti permettent de mieux analyser la vigueur de sa nage et l'élégance de son style. Championne de France, championne d'Europe, à 8 dixièmes de seconde du record du monde dans sa catégorie, où s'arrêtera l'enfant prodige? Marie Laforêt, vedette du Raz d'Amérique, et Gabriel Albicoco ont dit adieu à Cannes, tandis que Claudia Cardinale et Burt Lancaster faisaient prendre une dernière bolée d'air marin à leur guépard favori. Les feux du festival sont éteints, mais il reste la gloire des prix. Prix d'interprétation pour Marina Vladi et Palme d'or pour le metteur en scène du Guépard, Luchino Visconti. De cet homme comme les autres, sa mère disait naguère, c'est un gentil petit garçon qui ne manque jamais l'office. Il a 36 ans et fréquente toujours l'église. Mais peut-être, ce matin-là, Gordon Cooper avait-il besoin de briller davantage. Il se trouvait en effet à la veille du jour le plus long. Un grand jour commençant au petit matin, avec 22 tours du monde à accomplir et la perspective de jouer au satellite pendant 34 heures ou pendant l'éternité. Mais il a nommé sa capsule Fast Haven, c'est un acte de foi. C'est à 8h04, heure locale, que débuta la grande aventure en présence de milliers de spectateurs. Six minutes plus tard, le cosmonaute était déjà à 140 km d'altitude. Bientôt, la cabine séparée de la fusée se stabilisait dans l'espace. Vitesse de croisière, 28 000 km/h, altitude moyenne, 200 km. Installé sur son orbite, Cooper allait connaître 22 aubes et 22 crépuscules, tandis que le monde entier, haletant, participait à la révolution orbitale du 10e homme de l'espace.
Après 1 million de kilomètres parcourus, le suspense atteignit son paroxysme au moment précis où Cooper, qu'attendait une véritable armada, dut pour se sortir d'orbite mettre en action les rétrofusées. Revanche de l'homme sur le robot, c'est manuellement que le cosmonaute eut à gouverner sa capsule. La capsule devait être récupérée en mer à 3,5 km du porte-avions cible Kearsarge. Nikolaïev et Popovitch conservent certes le record du nombre de tours, mais le 6e cosmonaute américain a fait 18 révolutions de plus que Walter Schirra. Et maintenant, à qui le tour? Aux championnats d'Europe de patinage artistique qui se sont déroulés à Budapest, on a vu pour la première fois apparaître le twist sur glace, mais ce n'était qu'un lever de rideau. Le classique a repris sa primauté avec le couple allemand Marika Kilius-Baumler qui, en enlevant son 5e titre européen, a frisé de très près la perfection. Quant au vainqueur du simple messieurs, le Français Alain Calmat, il conquit son second titre de champion d'Europe avec une précision et une flamme qui lui valurent l'adhésion totale des juges et du public. Le droit de grève sans restriction est-il compatible avec l'indispensable continuité des services publics? Posé devant le Parlement, le problème a été transposé dans la rue par les syndicats. Une grève de défense de la grève, démonstration par l'absurde aux dépens des usagers, a prouvé combien est délicate la nécessaire conciliation de l'ordre et de la liberté. Aux États-Unis, la frontière raciale qui sépare les Américains blancs des Américains de couleur a subi à Washington un rude coup de bélier. Cette marche de la liberté sur la capitale a été entreprise par quelques 200 000 Noirs désireux de marquer leur volonté de poursuivre la lutte pour l'intégration. Sur la belle perspective tracée par l'architecte français L'Enfant, entre le Capitole et le mémorial Lincoln, ce gigantesque meeting n'a peut-être pas clos définitivement l'ère de la ségrégation. Il a en tout cas posé ouvertement et officiellement le problème de l'intégration à la conscience américaine. Et cela, très exactement 100 ans après la signature par Abraham Lincoln de l'acte d'émancipation des esclaves noirs. When these pictures were made, the subject then was setting up a truce communication between the Soviet and American governments, is designation that might touch off a nuclear war. Originally, it was popularly conceived as a telephone line, but the printing makes for more. In the Cold War is installed in the Pentagon. Simultaneously, the other end of the teletype hooked up in the Kremlin. 49 voitures au départ des 24 heures du Mans. Et parmi ces bolides, pour la première fois, une voiture à turbine, hors concours en quelque sorte, une Rover immatriculée 00. André Simon, sur la Maserati numéro 2, a pris la tête, suivi de Pedro Rodriguez sur Ferrari. Premier accident à 24 minutes du départ, la René Bonnet numéro 51. Il y en aura beaucoup d'autres. André Simon tiendra le coup pendant 3h30, puis il abandonnera, ainsi que 36 concurrents victimes soit d'incidents mécaniques, soit de sorties de route. On déplorera même un accident mortel, celui du Brésilien Heinz. Avant la fin du jour, la Ferrari 23 de Surtees et Mérès mène la ronde à son tour. Au petit matin, la 23 est toujours en tête d'un peloton où certaines voitures n'ont pas très bonne mine. La turbine 00 tient toujours. À partir de 9h du matin, la 23 ayant pris feu, la Ferrari 21 de Scarfiotti et Bandini commence, sous l'œil admiratif de Stirling Moss, sa marche triomphale, prenant la tête de tous les classements après avoir battu tous les records. Climat de bonne humeur à Moscou autour de la table ronde de la conférence sur l'arrêt des expériences nucléaires. Au sourire de M. Gromyko a répondu celui du sous-secrétaire d'État Avril Harriman, et le ministre britannique Lord Elsham n'était pas moins épanoui. Les problèmes agricoles au sein du marché commun étaient, entre autres questions, inscrites au programme de la visite en Allemagne du général de Gaulle qu'accompagnait une importante délégation ministérielle. Après le voyage du président Kennedy, le rendez-vous de Bonn apparaissait surtout comme un test de vitalité pour le traité franco-allemand. L'atmosphère fut cordiale et franche. Mais les résultats se limitèrent à un accord aéronautique et à un accord sur la jeunesse.
Les solutions concernant les problèmes soulevés par le marché commun restent en suspens. La stupeur et l'émotion qui ont frappé le monde entier à la nouvelle si brutale de l'assassinat du président Kennedy éclairent d'une vive lueur l'importance historique de celui qui fut le plus jeune président des États-Unis. Ce héros de la dernière guerre avait vu poindre son étoile politique en 1952, en devenant sénateur à moins de 30 ans. Sa contribution aux lois les plus importantes de l'époque allait en faire le candidat des démocrates à la présidence. Sa campagne de 1960 restera un modèle du genre. Il sut user admirablement de toutes les armes de persuasion modernes et l'on vit croître sa popularité à tel point que pour la première fois, les pronostics purent le désigner d'avance comme vainqueur certain. John Kennedy avait surtout vaincu avec des armes qui ne s'achètent pas. La sympathie, l'humanité, l'exemple d'une vie familiale qui allait vite devenir légendaire. Son premier voyage de président fut précisément pour ce Texas où il devait tomber un jour. Il y avait rencontré celui qui vient d'être blessé à ses côtés et le vice-président Johnson, aujourd'hui président des États-Unis. So help you God. So help me God. De cette présidence, aussi fulgurante que brève, l'histoire retiendra les conquêtes spatiales qui redonnèrent confiance au peuple américain. La ferme politique de déségrégation dont il s'était fait le champion. Au moment de l'affaire de Cuba, l'extraordinaire maturité dont ce jeune président fit preuve et qui sans doute sauva la paix du monde. But Americans have always paid it. And one path we shall never choose. La France qui eut l'honneur de l'accueillir n'oubliera pas le président Kennedy. Every man has two countries, France and his own. Il était profondément attaché à l'amitié de deux pays que les heures les plus graves ont toujours trouvées côte à côte. Et le général de Gaulle a dit en apprenant cette tragédie, le président Kennedy est mort comme un soldat. Au nom du peuple français, ami de toujours du peuple américain, je salue ce grand exemple et cette grande mémoire. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un pape a été couronné sous la voûte du ciel en présence des représentants de 80 nations et de quelques 250 000 personnes. Cérémonie si grandiose que le rappel traditionnel au souverain pontife de la vanité des gloires terrestres ne fit qu'en souligner l'éclat. Après avoir dit la messe, Paul VI prit place sur le trône de Saint-Pierre pour recevoir des mains du cardinal Ottaviani la tiare aux 3 couronnes, le trirègne qui le fait père des princes et des rois et gouverneur du monde. De l'homélie pontificale, les peuples retiendront cette affirmation. Au-delà des frontières du christianisme, l'Église s'engage aujourd'hui dans un dialogue avec le monde moderne. Ce n'était pas le Brésil de 1958 et l'on put croire souvent que l'équipe de France, culotte blanche, allait sous l'impulsion du numéro 9, Louis, renouveler les exploits du Portugal et de la Belgique. Mais le roi Pelé, numéro 10, était à Colombes et le débutant Carnus devait éprouver dès la 30e minute l'astuce de la terreur des gardiens de but. Menée par 1-0, la France, où se signalent Douiz et Dinalo, lance attaque sur attaque. Mais c'est à la 70e minute seulement que cette résolution finit par payer avec un tir de Wisniewski. Par malheur, 6 minutes plus tard, Pepe est fauché par Bonnel dans la surface de réparation. Or, un pénalty signé Pelé est imparable. Tout est à refaire. Les Français tentent courageusement de remonter le handicap. Une admirable attaque de Douiz, une conclusion de Dinalo et le difficile équilibre semble rétabli. Hélas, 3 fois hélas, Pelé arrache un 3e but à la France, qui est loin d'avoir démérité. La marche motorisée sur Paris des mineurs de fer de Lorraine a pris l'allure d'une journée de récréation dans cette grève dont la prolongation fait peser une lourde hypothèque sur l'économie française. Marquée par des alternatives de détente et de durcissement soutenues par des manifestations de solidarité et des grèves limitées dans d'autres fractions du secteur public, le conflit tarde à trouver une solution satisfaisante pour l'ensemble du pays. À Lens, les mineurs du Nord et du Pas-de-Calais ont proclamé qu'ils ne reprendraient pas le travail avant un accord global. Les consultations du comité des sages, présidé par M. Pierre Massé, permettront-elles la réalisation rapide d'un tel accord ?
Nouveau coup d'État à Bagdad où le 14 juillet 1958, après le sac du Palais Royal et l'assassinat du roi Faisal II, le général Qassem était devenu le dictateur de l'Irak. 4 ans et demi après, le général Qassem, que l'on voit ici au cours d'une conférence de presse, était exécuté après un jugement sommaire. L'Irak a désormais un président de la République. Jusque à quand? Le Forum d'Alger a connu avec la crise kabyle un renouveau d'actualité. Pour tenter d'endiguer le mouvement de dissidence, le président Ben Bella a brandi une arme politique, les pleins pouvoirs, et une arme psychologique, la nationalisation des dernières terres françaises. Mais cela suffira-t-il à réduire ce que l'on est bien obligé d'appeler la rébellion kabyle pour peu qu'on interroge les habitants des douars de cette province? Ici, en Kabylie, principalement dans toute l'Algérie, nous sommes démocrates. C'est la première démocratie du monde. Le 36e président des États-Unis est officiellement entré en fonction. L'homme célèbre le moins connu du monde est devenu de ce fait le grand X de la politique internationale. On savait bien sûr que Lyndon Johnson, sur les ailes de Telstar, avait le premier franchi l'Atlantique en effigie. Mais c'était une gloire bien mince pour ce Texan authentique qui n'attirait guère les caméras américaines que lorsqu'il organisait de pittoresques réceptions dans son ranch. Pendant 3 ans, Johnson resta dans l'ombre du président Kennedy. C'était le numéro 2, celui qu'on remarque à peine, si ce n'est lorsqu'il est chargé par le grand patron empêché d'une représentation officielle. Mais dans la réalité, Johnson n'était pas seulement un personnage représentatif. Ses nombreux voyages à l'étranger, notamment celui qu'il fit à Paris en 1960 pour la conférence de l'OTAN, lui ont donné une connaissance approfondie du monde et de ses problèmes, qui lui sera désormais précieuse. Le peuple américain, a-t-il dit dans son premier discours, tiendra ses engagements du Sud-Vietnam à Berlin-Ouest. Sans doute, Lyndon Johnson a-t-il puisé cette résolution dans la mission la plus importante qu'il ait eu à remplir à Berlin au cours de la grave tension de l'été 1961. Il allait apporter aux Berlinois l'écho vivant de la promesse de Kennedy « Jamais nous ne vous abandonnerons ». Et il n'a jamais oublié l'accueil que les Berlinois firent aux messagers des États-Unis. Voici Lyndon Johnson au pied du mur. C'est en président qu'il parlera désormais et non plus en écho présidentiel. Tout ce que j'ai, a-t-il dit au Congrès, je l'aurais donné avec joie pour ne pas être ici aujourd'hui. Il lui reste maintenant à prouver qu'il n'est pas inférieur à la fonction que lui a confiée le destin. Le Tour de France est un quinquagénaire qui se porte bien, en dépit de quelques rhumatismes que cette année encore le docteur Jacques Anquetil a su admirablement soigner dans l'air pur des sommets alpestres. C'est en effet entre Val d'Isère et Chamonix que le vainqueur du Tour de France 63 est parti à la conquête du maillot jaune. Ni trop tôt, ni trop tard. Ainsi, le suspense du Tour a-t-il été savamment maintenu grâce à des Bahamontaises, Pérez françaises et autres Van Looy. Jacques Anquetil, 4 fois vainqueur, dont 3 fois consécutivement, est bien le super champion capable de regonfler à bloc les pneus un peu ramollis du cyclisme. Édith Piaf avait connu de son vivant l'hommage tumultueux des foules qui retrouvaient en elle leurs émotions. Ce tumulte n'a pas consenti à s'apaiser autour de son cercueil. Trop souvent, la mort d'une vedette prend l'allure factice d'une représentation d'adieu. La sensible Édith Piaf fut convenue elle-même qu'un peu plus de retenue s'imposait peut-être en une semaine qui vit dans le monde tant de morts anonymes et sans sépulture. Les concours ont prouvé qu'ils ne sont pas influençables. N'accordant pas une seule voix du Tour, donnée par certains comme favori, ils se sont partagés entre Armand Lanoux et Jean-Marie Leclésio. Et finalement... Le prix Goncourt 1963 a été attribué à Armand Lanoux. Pour Armand Lanoux, écrivain chevronné, le Goncourt n'est pas un tremplin, mais une consécration. Mais oui. Le salon de l'automobile a 50 ans. Et 6000 piétons ont fêté cet anniversaire, en même temps que le pub Renault, baptisé notamment par Bernard Buffet, Hélène Gordon-Lazareff, Yves Montand et Ray Sugar Robinson. Salon technique, certes, mais aussi salon très féminin, avec des détails aptes à satisfaire les plus difficiles. Pour réparer les incidents de la circulation, par exemple, une innovation,
le distributeur individuel de bas, utilisable en toutes circonstances. En ce qui concerne les voitures françaises de moyenne cylindrée, progrès des 403 en matière de confort, adoption du vilebrequin à Saint-Pallier pour le moteur 404 à haut rendement et recherche des plus hautes performances par le moteur à injection. En bref, un salon qui fait le point des progrès acquis et qui ouvre quelques portes nouvelles sur l'avenir. À Gdansk, nom polonais de la vieille Danzig pour laquelle le monde faillit naguère mourir, ce défilé pacifique est celui des meilleurs escrimeurs de la planète réunis pour les championnats du monde de fleuret. 28 pays y ont participé. La France devait y cueillir des lauriers grâce notamment au très brillant comportement de Jean-Claude Magnan dans la poule finale. Contre le classique tireur soviétique Midler qu'il battit 5-2 et contre le polonais Parulski, ancien champion du monde qu'il défie avec autorité, Magnan devait multiplier les touches victorieuses. Et si ce dernier adversaire se sentit touché dans son amour-propre, le triomphe de Magnan connut la consécration de la Vox Populi. Sous de souples fourrures, des tièdes jerseys et des tweeds moelleux, en prévision d'un hiver qui, dit-on, promet et que tenait déjà assez bien cet été aux allures d'automne frileux, voici la mode. Une mode qui veut, madame, avec Pierre Balmain, que vous demeuriez aussi jeune à la saison prochaine qu'à la précédente, et qui vous sera d'autant plus facile qu'il n'y a décidément plus de saison, sinon précisément pour et par la mode. Celle-ci où domineront les beiges, vous fera hanches fines, taille haute, épaules épanouies tout au long du jour, et le soir, à l'abri de la froidure, aux heures de cocktail, le tulle et la mousseline, le lamé cloqué or, le jet et le velours noir porteront les noms de Chambertin, de Champagne et de Monsignor. Tandis qu'un peu plus tard, à bord de quelques piscines privées, les jupes en ziberline rouge à coupe en arc ou en brochet noir, marron et noir. Toutes les couleurs de l'ancien Orient et satin, velours et brochet vous seront permises. D'une nuit à l'autre, de Bangkok à Hong Kong, et vous pourrez choisir l'audace à coques amovibles d'Istanbul ou la somptueuse simplicité d'une nuit de Paris avec illumination. Salut les copains. Salut les copains. Certes, la jeunesse qui monte a toujours des fourmis dans les jambes, mais à l'entassement des caves enfumées, elle préfère l'ambiance plus fleur bleue du golfe Drouot, où les Johnny Hallyday, en puissance, viennent tenter leur chance. Le mal du siècle à la James Dean est mort avec les idoles d'hier. Les copains s'amusent sans arrière-pensée, expérimentent scrupuleusement toutes les danses nouvelles qu'on leur propose, comme le climb. Bougez peu et vous faites le clap. Leurs goûts ont-ils changé avec Françoise Hardy? Ces messieurs qui alimentent les jukebox le savent mieux que quiconque. Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui? Le twist, naturellement. Et maintenant, ils reviennent à des styles plus romantiques, tels que Claude Nougaro. Claude Nougaro, qui est un très sérieux et très pacifique père de famille. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis... Comment ça va? Et je t'emmène au cinéma. Car le cinéma attire toujours la jeunesse. On a vu même apparaître dans certains cafés des ciné-jukebox automatiques qui débitent contre une pièce de monnaie non seulement la voix, mais aussi le visage des idoles du jour. Parmi elles, Sylvie Vartan, 18 ans, dont une chanson célèbre dit assez mélancoliquement que le temps des copains passera aussi, comme les autres. Tous mes copains, je les ai embrassés. Tous mes copains m'aiment bien. Tous mes copains s'en vont main dans la main. Mes copains
nuit.